Manouche Chalmani qui fait son entrée, Renaud Pilat également et Pascal Perry. Je commence avec vous, comme ça vous pouvez prendre votre temps pour vous installer très tranquillement autour de cette vous me laissez aussi le temps de changer de siège. C'est bon? Et c'est pas tout à fait bien assis, mais ça va. Ok, allez. Pascal Perry, avec ses résultats dopés par la guerre au Moyen-Orient, Total Energy a indigné, la gauche surtout, le bénéfice net trimestriel français du géant pétrogazier, je regarde mes notes, s'est affiché à près de 5 milliards d'euros, en hausse de 51% sur un an. Et ces excellents résultats et le choix de gratifier les actionnaires relancent le débat sur la taxation des superprofits. Alors, bon, tout ça est parfaitement vrai. Néanmoins, Total est parvenu à maintenir sa production de pétrole, sa production de gaz, sa production de produits dérivés en dépit de la guerre. Vous savez, la première revendication du consommateur, c'est l'accès aux produits. Et dans ce domaine, Total n'a pas été défaillant. Ça n'est pas le cas partout dans le monde. Donc c'est, malgré tout, un succès. Et donc je me félicite que nous ayons un champion français. Alors, il n'y a pas de pénurie. Et même les parties prenantes, y compris le gouvernement, je relisais des déclarations de ministres cet après-midi qui nous disent qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en essence. Vous savez que c'est l'obsession des Français en ce moment pour les grandes vacances, notamment dans le mois qui vient et probablement sur une période roulante qui ira jusqu'à l'été. Alors c'est vrai, le chiffre d'affaires de Total et ses bénéfices ont augmenté, mais ils sont indexés sur le prix de la matière première. C'est une entreprise qui extrait du pétrole, qui extrait du gaz, qui le traite, le raffine, peu en France d'ailleurs, et qui le vend ensuite. Et donc, il est normal, puisque les prix de base ont augmenté, que les profits de l'entreprise aient également augmenté. Qu'auriez-vous dit, vous-même, si pendant cette période faste, Total avait affiché des pertes? Vous auriez dit, l'entreprise, elle est plutôt mal gérée. Bon, il se trouve qu'elle est bien gérée en substance. Ni vous, ni moi, ni Patrick Pouyanné, ni Total n'ont voulu cette guerre. Cette guerre, on l'a sur les bras, et donc on fait avec. Vous avez raison, les performances financières, elles sont exceptionnelles. Presque 6 milliards d'euros de bénéfices sur le premier semestre, et une augmentation de 51% sur un an, une augmentation du bénéfice sur un an. L'année n'est pas tout à fait terminée. Donc, on peut faire le procès des profits de Total, mais ceux du passé, j'attire votre attention sur ce point, ont permis à Total de développer des capacités de production en dehors de la région d'Ormuz, en dehors de cette mer d'Oman et du détroit d'Ormuz. Vous avez par exemple un projet au Brésil. Alors c'est plus tout à fait un projet parce qu'il a été réalisé, donc vous avez un chantier au Brésil, des puits qui tournent, qui extraient du pétrole, vous en avez un autre en Libye. Comment est-ce que cette entreprise y est parvenue? Comment est-ce qu'elle est parvenue à se désensibiliser de la région du Golfe? En réalisant des profits. Donc au début du conflit, deuxième argument, les traders de chez Total ont fait leur boulot. Alors on peut leur faire tous les procès du monde, mais ils ont été peut-être un peu plus malins que les autres. Ils ont acheté des quantités de pétrole importantes juste avant la crise, avant que les prix n'augmentent. Ils ont rempli les stocks et donc ils ont fait effectivement de bonnes affaires. Mais là encore, qu'aurions-nous dit si on avait dû manquer de pétrole? Maintenant, il y a aussi la question que vous posez, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce débat. Total peut-il faire plus? Les prix des carburants vendus dans le réseau ont été plafonnés. C'était 1,99 de mémoire pour pas plus d'1,99 pour l'essence sans plomb. Je me rappelle plus du prix du diesel, mais en tout cas, Total a rendu une part de ses intérêts, une part de ses profits au consommateur final. Et à juste titre, cet après-midi, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, appelle à la réserve. S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution qui pourrait être à due proportion ou pas exceptionnelle. Ça, c'est un débat politique qui est, me semble-t-il, assez noble. Alors, le débat est noble. Réponse de Total, ils sont très rapides. Le service de communication de Total, je peux vous le dire, était probablement le doigt sur la couture du pantalon. Ils ont répondu immédiatement, ils ont publié un communiqué. Nous redistribuons, et c'est la réalité, nous redistribuons nos profits via le plafonnement des carburants. Alors, malgré tout, les actionnaires ne feront pas de mauvaises affaires. Il y a une augmentation, notamment du dividende par actionnaire, de quelques centimes. Alors ça paraît peu significatif, mais c'est quand même assez fort. Enfin, c'est un geste
assez fort en direction des actionnaires. Il y a des critiques, évidemment, notamment les ONG et la gauche. Alors oui, les actionnaires de Total vont profiter de la situation. C'est 90 centimes, j'ai retrouvé ce chiffre, 90 centimes de bonus par action. Oui, Total est profitable, et moi j'ai plutôt tendance à m'en féliciter. Oui, Total persiste dans le monde des hydrocarbures. On fait souvent ce reproche, la gauche, les écologistes disent mais vous persistez alors qu'il faudrait se désensibiliser. Oui, sauf que concrètement, dans les 50 prochaines années, nous serons encore dépendants des carburants. Ensuite, qu'il y ait un effet de gîte, qu'on passe à un autre monde, plus décarboné. Très bien, j'insiste aussi malgré tout sur un point qui est que Total est la grande compagnie pétrolière du monde qui investit dans le secteur des renouvelables. Ce que ne font pas nécessairement tous ses autres concurrents. Cet après-midi, j'ai regardé Exxon, BP, Chevron, creusent en Irak, au Suriname, au Guyana, en Namibie, au Venezuela, au Brésil. Pour nous, Total, c'est un outil de souveraineté nationale, même si j'accepte l'idée qu'il faut évidemment réduire notre consommation d'hydrocarbures. Oui, Total doit faire des profits, c'est très clair. Votre parti pris sur la table, votre réaction, vos réactions, qui veut s'en saisir? Renaud. Oui, et il faut éviter les clichés sur ce débat sur les profits de Total, parce que lorsqu'on regarde bien, les milliards d'euros des profits, ce ne sont pas la vente du carburant aux Français, mais c'est surtout l'extraction, c'est surtout le travail du groupe Total à l'étranger pour pouvoir aller forer du pétrole. Vraiment ce qu'on appelle l'industrie pétrolière, le forage, la production, et ce n'est pas le prix à la pompe. Dernière chose, lorsque le prix du baril baisse, eh bien, les profits de Total baissent. Il y a 3 ans, le groupe Total a perdu 2 milliards d'euros par an. On n'a pas dit il faut subventionner Total. Donc, laissons faire ce groupe. Vous gardez la main, Renaud Pilat. Oui. Renaud, la campagne n'a pas vraiment encore commencé tout à fait. Je parle de la campagne présidentielle, j'ai dit pas vraiment tout à fait. Mais la patronne du Rassemblement national, elle a déjà une idée de la personne qu'elle veut affronter. À 1 an de la présidentielle, Marine Le Pen, elle rêve d'un second tour face au bloc central. Oui, alors Amélie, c'est vraiment extrêmement rare. Moi, j'ai été vraiment très étonné hier par les déclarations de Marine Le Pen à nos confrères de l'AFP, parce que vous savez, en général, lorsque vous demandez à un candidat ou une candidate quel est son opposant préféré pour le second tour, il vous répond toujours « Attendez, moi je prendrai ce qui se présentera ». C'est ça, je prendrai ce qui se présentera, je vais pas choisir, mais à chaque fois c'est ça. Marine Le Pen, elle se permet de dire « Je veux, on le voit, un second tour face au bloc central », et elle va même plus loin, elle affirme qu'elle souhaite Édouard Philippe. Elle nomme le candidat. Édouard Philippe a un certain nombre de qualités mathématiques. Il est en même temps issu de la droite, ancien Premier ministre, macroniste. Alors, pourquoi elle fait ces déclarations, Marine Le Pen? C'est très intéressant. Il me semble qu'il y a 2 questions qu'il faut se poser. Tout d'abord, est-ce que c'est une question de personnalité? Pourquoi Marine Le Pen dit Édouard Philippe plutôt que Jean-Luc Mélenchon, alors qu'on voit bien que la plupart des sondages montrent que Jean-Luc Mélenchon serait écrasé par le Rassemblement national, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Donc on pourrait tout à fait se dire, mais Marine Le Pen ne sait pas lire les sondages. C'est beaucoup plus facile de battre Jean-Luc Mélenchon qu'Édouard Philippe. Mais non, certains au Rassemblement national, ça peut vous étonner, disent que Jean-Luc Mélenchon est un candidat beaucoup plus redoutable qu'Édouard Philippe en campagne. Et ça peut se défendre, regardons Jean-Luc Mélenchon. Il a des expériences présidentielles de campagne. À chaque fois, il gagne entre 8 et 10 points à chaque présidentielle. On connaît le tribun, on va pas le rappeler. Il a une machine électorale derrière lui absolument phénoménale. Il a des dizaines de milliers de militants LFI qui font du porte-à-porte en permanence là où les autres partis politiques ne fonctionnent pas. Alors bien sûr, vous allez me dire, aujourd'hui, il est détesté, c'est l'homme à abattre, c'est le provocateur. Mais, Édouard Philippe, est-ce qu'on l'a déjà vu en campagne? Non. National, non. On l'a vu au Havre. Oui. Donc le Havre, très belle victoire qu'il a relancée, mais on ne l'a pas vu à la Chirac, à la Hollande, à la Sarkozy aller serrer des mains dans les marchés, matin, midi et soir, s'exprimer, répondre à toutes les questions. Et puis, écoutez ce que Sébastien Chenu, par exemple, dirigeant du Rassemblement national, disait ce matin à nos confrères de RMC sur Édouard Philippe. On voit que les arguments sont déjà bien futés.
Marine Le Pen a toujours cette forme de sincérité qu'on peut lui reconnaître, c'est-à-dire qu'elle dit « je préfère gagner sur le choix que sur le rejet ». Face à Jean-Luc Mélenchon, ce serait une élection qui se construirait sur le rejet. Face à Édouard Philippe, qui est le plus madré, le plus expérimenté des candidats du bloc central, ce serait une élection de choix. C'est pas la difficulté qui nous fait peur en ce qui nous concerne. Moi, je pense que Édouard Philippe, c'est le fiasco avec l'air sérieux. Si vous voulez, c'est l'air sérieux de l'ancien Premier ministre, mais dont le fiasco, dont le bilan est un fiasco total. Alors je vais vous donner les mots de Jordan Bardella il y a tout juste quelques instants sur ce sujet. Il dit ce que dit Marine, et je partage ce qu'elle dit, c'est qu'Édouard Philippe, c'est le choix de la continuité, c'est stop ou encore. Il a été Premier ministre de Macron, il est celui qui a augmenté la fiscalité sur le carburant, l'homme des filets jaunes, des gilets jaunes, de la dette. Il représente tous les défauts du macroniste. Bon, alors c'est très intéressant que Jordan Bardella dise cela à l'instant, parce que j'y viens, on voit que Sébastien Chenu à l'instant, il n'y va pas par quatre chemins. Et j'en viens justement à ma deuxième interrogation, et on va revenir au propos de Jordan Bardella à l'instant, qui est la stratégie. Pourquoi Marine Le Pen dit ça hier ? On est au-delà des personnalités, Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal ou tout ce que vous voulez. C'est une stratégie qui n'a pas varié depuis 20 ans chez Marine Le Pen. Pour elle, la prochaine élection présidentielle, ce sera toujours le bloc élitaire contre le bloc populaire. Les élites contre le peuple. L'établissement contre les classes populaires. Marine Le Pen, ça fait 15-20 ans qu'elle passe tous ses week-ends, quasiment tous ses week-ends, à Hénin-Beaumont, dans sa circonscription, qu'elle regarde comment vivent les Français. On peut détester Marine Le Pen, on peut l'apprécier, en tout cas on peut lui reconnaître une chose, elle a du flair politique. Et elle sent bien que la prochaine présidentielle, ce ne sera pas du droite contre gauche. Or, que dit Jordan Bardella ? Jordan Bardella, mis à part ce soir, peut-être qu'il y a un changement, et ça nous intéresse, il dit à chaque fois, l'ennemi public numéro 1, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est LFI. Et donc, nous, il faut qu'on rassemble toutes les droites, dit Jordan Mélenchon. Il faut qu'on soit un bloc des droites. Jordan Bardella, pardon. Il faut qu'on rassemble toutes les droites dans un bloc très important parce que LFI est aux portes du pouvoir. Eh bien, non. Marine Le Pen ne pense pas cela. Marine Le Pen, encore une fois, considère que c'est le bilan de 10 ans d'Emmanuel Macron qu'elle a affronté 2 fois. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a été 2 fois face à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, désormais, au bout de 10 ans, elle veut, si jamais elle peut être candidate, étriller le bilan d'Emmanuel Macron. Le Mozart de la finance, je peux vous dire que les arguments chez Marine Le Pen, ils sont déjà prêts sur tout un tas de sujets. Évidemment, la dette. Et Marine Le Pen, dit-elle en privé, lorsqu'on la critique sur une supposée incompétence économique, elle va dire « Sortez les sortants, ils sont beaux vos compétents économiques, regardez leur bilan ». Et dernière chose, elle veut en plus, c'est important, un choix non pas par défaut, on vote contre, on vote pour faire barrage, elle veut un vrai choix. Et je vais vous dire, Marine Le Pen, elle rêve, pardonnez-moi l'expression un peu familière, de se faire les macronistes. Alors, une réaction. Amnous ? Alors, je l'avais pas du tout vu sous cet angle-là. Je trouve ça vraiment passionnant. Et c'est vrai qu'elle a tout intérêt, parce que là, elle a 10 ans de Macronie derrière, et elle peut reprendre cette ancienne l'UMPS, de toute façon c'est toujours les mêmes, et comme ça elle rassemble évidemment beaucoup plus que la droite traditionnelle. De toute façon elle passe son temps à dire ni droite ni gauche, et ça lui permet de rassembler beaucoup plus, et c'est en gros tous les mécontentants, mais ils vont voter pour moi et pas contre Jean-Luc Mélenchon. C'est plutôt très malin, c'est vraiment passionnant. Pascal. Non, je pense qu'elle se trompe pas, contrairement aux apparences. Édouard Philippe, c'est l'adversaire le plus facile. En effet, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Alors c'est un homme tout à fait respectable, hein. Tous ceux dont on parle sont des gens respectables. Jean-Luc Mélenchon les aussi. Jean-Luc Mélenchon, c'est un redoutable candidat. Et les Français sont extrêmement sensibles aux chansons qu'on chante pendant les campagnes électorales, c'est-à-dire aux promesses qu'on leur adresse. Alors ils sont très vite déçus d'ailleurs, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est un très bon candidat de campagne. Son programme ne tient pas debout. Il mettrait la France à genoux. J'allais vous dire, celui du Rassemblement National à ce jour même aussi. S'il est abîmé, mais on verra. Alors, il est très abîmé, mais Édouard Philippe, c'est le sortant. Et quand même, la grande tendance dans la société, c'est le dégagisme. Amnous Chalmani, le discours d'un roi, mais comme on avait envie de vous entendre là-dessus, Amnous Chalmani, l'humour british, la standing ovation, le roi Charles devant le Congrès américain, il est en déplacement, voyage d'État sur place pour 4 jours. Il a non seulement séduit, mais il a peut-être prononcé le meilleur discours de sa vie avec une certaine défense des valeurs. Et là,
Je vous passe la main, allez-y. Mais oui, écoutez, je vous disais pas plus tard que lundi que Charles III était tenu par les rênes paralysantes du protocole qui lui interdisait de répondre, qu'il était corseté dans les limites de sa fonction d'envoyé du gouvernement britannique pour rabupocher autant que faire se peut les relations anglo-américaines mises à mal par Trump. Eh bien, Charles III a parlé, bien parlé, donc mea culpa. Je vais vous annoncer qu'il allait être insignifiant de A à Z et que Trump allait s'en servir comme punching ball et que ça allait être l'enfer pour les responsables du protocole. Eh bien, je me suis plantée parce qu'il y a des moments dans l'histoire où la diplomatie cesse d'être un art du sous-entendu pour devenir quasi un acte de résistance. Et c'est ça qui s'est passé hier devant le Congrès américain. Un roi de 77 ans a regardé les États-Unis dans les yeux, leur a dit la vérité, ça nous change. Charles III a commencé par rappeler les États-Unis à rester fidèles à alliés occidentaux historiques au moment où la relation spéciale, entre guillemets, avec le Royaume-Uni est secouée. On l'écoute. The alliance that our two nations have built over the centuries and for which we are profoundly grateful to the American people is truly unique. That partnership, I believe, Mr. Speaker, is more important today than it has ever been. Mais oui, applaudissements de parlementaires américaines qui résonnent comme un soulagement. C'est enfin comme s'ils attendaient depuis tous ces mois que quelqu'un rappelle à Donald Trump qui étaient ses vrais alliés. Puis le roi a appelé représentants et sénateurs à faire preuve, je cite, d'une détermination sans faille quant à l'Ukraine. On l'écoute de nouveau. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people in order to secure a truly just and lasting peace. Mais oui, il a fait cette chose assez étonnante. Elle a rappelé à l'Amérique ce qu'elle a été, ce qu'elle doit être, ce qu'elle risque de céder d'être si elle continue de se laisser séduire par l'ivresse du repli. Et il a fait plus fort encore. Moi, je trouve que c'est le moment le plus fort de son discours. C'est qu'il a convoqué le 11 septembre. On écoute de nouveau Charles III. In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together. Oui, c'est vraiment, il rappelle que l'OTAN n'est pas un instrument de domination américaine, mais un pacte de solidarité que les Américains ont eux-mêmes forgé le jour où ils en avaient besoin. Et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui en demande. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement fort, totalement inattendu, et c'était fort et presque vertigineux, car c'est quand même un roi britannique qui est là devant le Congrès américain, en train de rappeler à la démocratie américaine le sens de ses propres engagements. Moi, je trouve que c'est ça qui a été le plus fort, et il défend un roi des valeurs républicaines que l'Amérique trumpiste est en train de détricoter jour après jour. Et vraiment, moi, je trouve que c'est ça le vertige de ce discours. Et ce qui est vraiment, évidemment, c'est les applaudissements nourris des parlementaires américains, et pas seulement les démocrates beaucoup, mais les républicains aussi, quand il a parlé de l'équilibre des pouvoirs. Charles III, finalement, a dit tout haut ce que les élus américains n'osent plus dire assez fort, et il est donc arrivé, et c'est ça que vraiment, il est arrivé, Charles III, aux États-Unis, genre avec une mission, c'était séduire Trump, donc de pas le vexer. Donc il a joué ce jeu-là parce qu'il sait le faire. J'allais dire, il a été élevé dans cette idée-là de savoir séduire, tout en rondeur, avec ce style so British qui à chaque fois, y a rien à faire, ça fonctionne, c'est élégant, c'est une retenue royale. Mais il a utilisé cette ambiguïté, ce qui fait que si Trump se met à tweeter contre lui, il va juste passer pour un mal appris, ça va plus du tout aller. Donc c'est vraiment du génie politique déguisé en bonne manière, comme quoi les bonnes manières c'est toujours très utile. Et puis c'est pas fini parce qu'il y a eu le dîner à la Maison Blanche, et là ça a été festival, c'est quasiment un one-man show. Ils étaient dans cette fameuse salle de bal dont Trump a voulu modifier les réaménagements à grands frais, et Charles III, le voilà-t-il pas, qui se met à plaisanter. On l'écoute. I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President, following your visit to Windsor Castle last year. And I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814.
Et donc là, il fait directement référence à la guerre anglo-américaine qui a débuté en 1812 et où les troupes britanniques avaient mis le feu à la Maison-Blanche, mais aussi à la bibliothèque du Congrès, je précise, parce que je trouve ça toujours criminel de mettre le feu aux livres. Et puis, vient la perle, la référence à Donald Trump qui, à Davos dernièrement, avait dit que sans les États-Unis, les Européens parleraient allemand et un peu japonais. Réponse, mais délicieux de Charles III. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. C'est fabuleux. Et il retourne l'argument de l'arrogance américaine contre lui-même. Trump aime à rappeler, il le fait tout le temps, que c'est les États-Unis qui ont sauvé l'Europe. Et Charles lui répond avec élégance, c'est nous qui vous avons fait. L'histoire n'est pas une dette unilatérale, c'est un tissu, une dépendance mutuelle, une civilisation commune. Et ça fait chaud au cœur. Et voilà ce qu'un roi venu d'une monarchie constitutionnelle, dont certains, dont moi-même, énorme erreur, a dit à la première puissance mondiale en 2 discours. Il a défendu l'Ukraine, l'OTAN, l'équilibre des pouvoirs, la marine britannique humiliée par Trump et par son ministre de la Défense, le tout avec des plaisanteries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chapeau bas. Il a peut-être pas changé le cours du monde, mais il a montré quelque chose de précieux, quelque chose que l'Occident manque cruellement en ce moment, c'est la dignité de dire ce qu'on pense, et ça d'autant plus dans la maison de quelqu'un qui refuse de l'entendre. Amnouche Shalmani dans ses œuvres. Renaud Pila, vous êtes passionné pour le sujet, je l'ai vu parce que je vous suis sur X, et vous avez adoré cette histoire. Sa maman doit être très fière. Sa maman doit être très fière. La maman de Donald Trump. La maman du roi Charles. Il est exceptionnel. C'est un punk en cachemire. Ah, je pensais que vous faisiez référence à la maman de Donald Trump, parce que lui-même en avait parlé. Pas du tout. L'ironie, c'est un punk en cachemire. C'est exceptionnel. Je vous incite à regarder l'intégralité des 2 discours du roi Charles. Mais c'est rarissime d'avoir autant d'ironie, de scud comme ça, molletonné, bien préparé. Je sais pas combien de mois ils ont passé à travailler ces discours. Et je termine là-dessus. Lorsqu'il dit également à Donald Trump, vous savez, on va recevoir la Coupe du Monde. Les États-Unis et les USA vont recevoir cet été la Coupe du Monde de football. Nous allons donc être hôte conjoint, histoire de dire que le Canada n'appartiendra jamais aux Américains, parce que le roi Charles, c'est le roi du Commonwealth et donc du Canada. C'est somptueux. Ouais. Allez-y, Pascal. Non, je m'aperçois qu'en traversant l'Atlantique il y a quelques siècles, les Anglais ne se sont pas bonifiés. Vous l'avez ? En devenant américains, ils ne se sont pas bonifiés, tout simplement.